et surtout de ne pas aussi mélanger un athlète élite qui est capable de devenir champion du monde avec quelqu'un qui vient de commencer la discipline. Alors oui, après on est passé sur 3 circuits. Le but, c'est de dissocier la partie amateur, la partie semi-pro et la partie élite. Il faut accepter ce changement et faire confiance aux gens qui ont de l'expérience et qui ont une vision depuis un certain temps. C'est un pari risqué, parce que les gens n'ont pas l'habitude des changements. L'être humain, il a du mal avec les changements. Tu penses pas que ça peut être une contrainte pour certains athlètes qui ne voudraient pas forcément rejoindre une équipe pro, ou peut-être qu'on va manquer d'équipe pro pour pouvoir couvrir tous les plateaux? Vraiment, la vision première pour le développement de notre sport, c'est surtout de réduire le temps de format des compétitions. Dans un premier temps, savoir qui est qui, qu'ils puissent voir en un aperçu qui sont les athlètes, qu'est-ce qu'ils font exactement, et les motiver à essayer de les suivre. Parce que surtout, ce qui est cool, c'est que ça crée du storytelling, tu vois. Tu sais, ce joueur-là, il a déjà fait une finale de Worlds, il a déjà gagné. Là, il se retrouve contre lui alors qu'ils étaient dans la même équipe fut un temps. Le sport se développe avec des histoires. C'est de valoriser notre discipline. Et si c'est pas nous qui la valorisons nous-mêmes, qui est-ce qui va la valoriser? Donc pourquoi pas meilleur MVP, meilleur athlète, peut-être meilleur tireur, meilleur pousseur. Et c'est important de mettre ça en avant. C'est quoi le plus gros défi pour 2026 pour la FNSL et même le street en général? On a la légitimité de pouvoir proposer une vision, proposer des choses, et ensuite de l'appliquer à l'international. Donc aujourd'hui, on est même en discussion avec Final Rep, en leur disant, voilà, nous, notre programme, c'est ça, et voilà ce que c'est l'avenir du street lifting. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast assez particulier, le premier podcast en physique dans un studio, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, j'accueille un invité assez spécial, parce que il s'est passé quelque chose récemment au sein de la FNSL, des grands changements dans le présent et dans le futur. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, Max, bonjour. Salut Matt, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que c'est tout nouveau, là, ça fait plaisir déjà d'être l'invité de ce premier format, en tout cas. Je suis très ravi. J'espère qu'on va en faire un contenu très intéressant pour les téléspectateurs. On peut dire téléspectateurs maintenant. On peut le dire. Pour les téléspectateurs. Et puis voilà, je sais pas si tu veux que je me présente ou si... Ouais, pour commencer, si tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu faisais au tout début dans le street, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et ensuite, on attaquera la partie... Ok, je vais essayer de faire ça rapidos. Moi, je suis dans le street depuis 2012. Donc j'ai commencé à m'entraîner dans le street workout en Australie exactement, à Sydney. Je suis resté jusqu'en 2012. En 2012, je suis revenu. Et en 2014, j'ai rencontré Nico, mon partenaire sur la SWAT Team, qui lui avait monté la SWAT Team, qui était encore vraiment une petite association de quartier. Et puis on avait quand même beaucoup de points communs sur plein de sujets, on s'est vachement bien entendu. Et puis avec le temps, moi j'ai commencé à m'entraîner avec lui, à rentrer dans la SWAT. Et en 2015, je suis rentré officiellement au sein de la SWAT pour développer l'équipe. Avec, on avait quand même de grandes ambitions, mais bon, c'était petit à petit. C'était vraiment de professionnaliser la discipline. On sentait qu'il y avait un truc à faire. Et donc en 2015, on a commencé à bosser ensemble sur le street workout, parce qu'à l'époque ça s'appelait vraiment encore street workout, et donc sur la calisthénie et street lifting. Et puis on a développé l'équipe, et le but c'était de créer la première équipe professionnelle de street lifting. Et de là on a eu des grands athlètes comme au tout début on avait Baki, on a eu Ludo, on a eu PRZ, on a eu Hamza, on a eu Flomarek aussi en endurance, et puis voilà, aujourd'hui on a Aubin, on a Théo, on a Lionel, on a Lilia aussi. Donc on a eu vraiment beaucoup d'athlètes, de gros athlètes qui sont passés par la SWAT. On a décidé de se développer et de développer le street lifting un peu comme ça, toujours dans la bienveillance et dans le partage. Et puis après on a monté la SWAT Academy. Et puis voilà, on fait partie du paysage. On a beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans le monde pour les compétitions. Et puis on est venu aujourd'hui la fédération. On m'a proposé le poste. Donc je me suis prêté au jeu. J'ai monté un petit programme, et puis on a passé aux élections, et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Je sais pas si j'ai répondu aux questions, Magnifique. si je me suis un peu éparpillé ou pas, mais... Non, ça va. Et puis pour ceux qui l'ont pas vu sur la chaîne, on a sorti une petite vidéo avec vous. On était monté vous voir à Paris, à Villepinte exactement, avec toi et Nico. On a retracé un peu l'histoire de la SWAT et on s'est entraîné avec vous. Donc c'est cool. Ceux qui l'ont pas vu, allez voir si vous voulez en savoir plus sur la SWAT. Mais du coup, tu dis que maintenant, tu as pris la présidence de la FNSL. Déjà, félicitations. On va parler du programme. C'est gentil, ouais. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter pour reprendre la présidence?
Bah déjà de un, je pars du principe que on a tous un peu la plainte un peu facile Mhm. en tant qu'être humain. Et c'est sûr que bah, donc, ce cas-là, le but c'est d'être constructif. Et donc si tu te plains et que tu as une vision et que t'amène à vouloir faire développer ce sport, bah, le but c'est aussi de rentrer dans l'action. Donc quand on me l'a proposé, je me suis dit bah je veux pas toute ma vie donner mon avis sans pour autant faire quelque chose. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, sachant que je pense que dans le game, je suis une des personnes qui a quand même le plus de vision de par expérience Mhm. et aussi dans le développement parce que c'était aussi mon poste et mon job au sein de la SWAT. Et donc je me suis dit pourquoi pas se prêter au jeu. Ça fait aussi maintenant, de par toutes mes activités, que je dois faire 15 ans que je suis dans le management et que je gère un peu que je suis dans la gestion humaine. Donc voilà, j'ai peut-être pas les meilleurs perfs, mais je pense que je suis assez bon dans ça. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans un plus gros projet. Et voilà, je me suis dit j'ai peut-être les épaules pour. C'est un challenge et puis on est dans le partage, on est avec des nouvelles personnes. Je trouve que il y a plein de choses positives, quoi. C'était quoi ta vision de la FNSL et du street en général avant de prendre la présidence? Déjà, dans un premier lieu, le respect des athlètes, déjà, c'est important, parce que c'est eux qui nous... Même si ça reste un équilibre entre les organisations d'événements et les athlètes, voilà, les athlètes, c'est important, ils sacrifient beaucoup de temps et d'énergie, et puis c'est eux qui mettent un peu de la lumière aussi sur le sport. Donc, sur la SWAT team, j'ai géré ce côté athlète et respect des athlètes, mais Mhm. j'avais pas forcément la main mise sur la partie organisationnelle. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans la gestion de la fédération, donc rentrer aussi dans la gestion d'une entité, d'organisation d'événements, et aussi, sachant que j'avais la casquette du respect des athlètes, je me suis dit, si j'arrive à fusionner les deux skills, peut-être qu'on pourra faire quelque chose pour plus tard, quoi, pour le développement. Ok, magnifique. Donc du coup, tu nous parlais d'un programme que tu as préparé. Je pense que tu as mis du temps à le préparer. Tu me l'as envoyé, il est assez long. Alors, ça vient de ma vision, que j'ai accumulé sur les années d'expérience, mais c'est pas moi qui ai monté le programme en soi. Ok. On est une équipe quand même aujourd'hui. On est presque là, en remodelant le bureau, on est déjà presque 30 personnes, ce qui est quand même impressionnant. Et on travaille tous ensemble, main dans la main, pour mettre ça en place. Donc, moi, mon job, c'est d'avoir la vision, mais le programme en lui-même, c'est pas moi qui l'ai monté, on l'a monté tous ensemble. D'accord. Voilà. Et bah, du coup, par rapport à ce programme, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment vous l'avez créé tous ensemble? Est-ce que vous êtes tous réunis dans une pièce? Ou est-ce que chacun de votre côté, vous avez paragraphé chacun le programme pour arriver à... Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a mis en place un système d'organisation avec plusieurs pôles. Donc, on Ok. a vraiment 5 pôles bien importants. Un pôle sportif, un pôle événementiel, un pôle communication, un pôle technologie et développement Mhm. et un pôle sponsor et partenariat. Après, on a un pôle trésorerie, un pôle administratif, mais bon, ça, ça va de soi. Et donc, on a des responsables de pôle et après, on a des membres dans les pôles pour, en tant qu'actifs, voilà, qui sont dans les actions, dans les missions, etc. Donc, ouais, c'est comme ça qu'on a fonctionné pour monter un peu tout ça. Mais ouais, je pense qu'on a fait un petit truc sympa. De toute façon, on va en discuter. Ouais, Et, carrément. euh, et donc, voilà. Bah, par rapport à ça, ma première question, c'est Mais, au niveau des circuits. On voit que vous avez revu en fait la structuration des compétitions. mm, Donc on va avoir trois niveaux différents. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus et qu'est-ce que tu penses, enfin qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter pour le street? Ouais, alors, déjà, dans un premier point, j'aimerais bien aborder le truc. Vraiment, la vision première pour le développement de notre sport, c'est surtout de réduire le temps de format des compétitions. Et Mhm. donc, en fait, toute la programmation tourne autour de ça, de Ok. vraiment réduire le format de compétition. On aimerait bien passer à des compétitions qui durent 5 heures, maximum 6 heures, en comptant peut-être le temps de pause et tout. Et donc, du coup, on a vraiment bossé sur ça. Donc deux Donc, journées de 5 heures? ouais, voilà, exactement. Deux Ok. journées de 5 heures. Après, on pourra rentrer dans les détails, mais c'est ça la vision première de ce sport pour créer aussi un peu plus d'engouement, créer un peu plus d'accessibilité, permettre à des gens qui connaissent pas du tout ce sport de s'intéresser aussi, parce que voilà, c'est plus court. Mhm. Parce que voilà, aujourd'hui, on est des puristes, on reste sur des compétitions qui durent 14 heures à chaque fois, mais une personne qui n'y connaît rien, euh, regardez une compétition qui dure 14 heures, un jour, 14 heures, 2 jours, on est presque sur 28 heures, c'est quand même assez énorme. Donc c'était ça le premier. Alors oui, après on est passé sur 3 circuits. Pourquoi? Parce que un peu comme on va dire les jeux vidéo, et ce qu'on va appeler matchmaking ou le SBMM, le but c'est de dissocier la partie amateur, la partie semi-pro et la partie élite.
déjà de 1, ça va permettre aussi de créer une vraie évolution pour un athlète qui part de zéro jusqu'à aller chercher de l'élite. Et surtout, de ne pas aussi mélanger un athlète élite qui est capable de devenir champion du monde avec quelqu'un qui vient de commencer la discipline. Déjà, c'est pas très cool pour la personne qui vient de commencer la discipline parce qu'elle va se manger une gifle phénoménale et elle aura peut-être plus envie de continuer. Et puis aussi, ça permet aussi de créer de l'engouement. Voilà, il y a plein de petits détails. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet plus tard avec les questions. Mais en gros, c'est ça. Le but, c'est 3 circuits différents. Un amateur, un semi-pro et un élite. Magnifique. Tu parlais aussi dans le programme de tester un format de compétition avec seulement 2 passages. J'imagine que c'est aussi pour réduire le temps des compétitions. Exactement. Est-ce que tu peux développer un peu? Alors, le but, encore une fois, c'est de réduire le temps de compétition et de passer sur des compétitions qui durent entre guillemets 5 heures, grand maximum 6 heures. Si aujourd'hui on arrive à 6 heures, déjà c'est énorme, puisqu'on divise le temps de compétition par 2. Ça permettrait de commencer, moi je sais pas, à 10 heures et de finir à 16 heures. Déjà, de 1, ça éviterait aux athlètes de se lever très très tôt, parce qu'on va dire la gestion de fatigue, elle est importante durant une journée de compétition, et surtout de pouvoir finir très tôt et de pouvoir permettre aux gens de pouvoir rentrer chez eux, plutôt que, je sais pas moi, devoir reprendre une nuit en plus. Ça, c'est des choses que moi j'ai appris en tant que gestionnaire d'équipe. Et pour les athlètes, c'est que des fois, ça coûte cher de rajouter une nuit en plus, surtout si on a une équipe, et peut-être que les athlètes, ils peuvent pas se permettre de prendre un jour de repos en plus. Voilà. C'est une question d'organisation. Ensuite, le but, ce serait de réduire le nombre de catégories, de changer les formats et de réduire le nombre d'essais aussi. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre, je sais pas moi, l'exemple de, de Final Rep. On est à presque 100 athlètes. On a 12 passages par athlète. Ça fait 1200 passages, ce qui est énorme. Et sur 1200 passages, en maximum, on a 100 passages qui sont intéressants. Tu vois, donc ça veut dire que des fois, tu attends toute une journée juste pour avoir un PR ou un PR personnel ou un PR record du monde, record d'Europe ou record de France. Et ça devient long. Donc le but, c'est de réduire le nombre de passages pour pouvoir avoir quelque chose d'impressionnant très rapidement et qu'encore une fois, ça devient plus accessible et qu'il y ait plus d'entertainment aussi pendant la compétition. Et en plus, si on réduit le nombre de passages, on réduit le temps de compétition. Carrément. De toute façon, on était ensemble à Final Rep et les compétitions, 2 jours, 8h, 21h, non-stop, c'est épuisant. Et comme tu dis, les World Records, on les a pas vus sur les premiers passages. Donc ça peut être une bonne idée de passer à 2 passages de tester pour voir ce que ça donne. C'est épuisant et puis en plus, c'est pas respecter les athlètes parce que du coup, il n'y a pas trop de personnes qui viennent en compétition. Visuellement, peut-être que sur le live, c'est intéressant, mais sur place, l'ambiance, elle commence à s'essouffler parce que un être humain, il peut pas rester actif pendant 12 heures, 14 heures. Donc les athlètes qui passent en fin de journée, ils sont, c'est pas méchant, mais ils sont un peu laissés de côté. Ils viennent aussi pour briller. Les gens, ils sont fatigués, ils regardent pas forcément où ils sont partis. Donc le but, c'est de garder un minimum d'engouement et un maximum d'engouement et d'énergie de la part de tout le monde. Même sur un arbitre qui doit juger. Un arbitre qui doit juger sur 12 heures, c'est pas possible non plus. Et qu'on puisse avoir le maximum d'énergie concentrée sur un peu de temps, quoi. C'est ça. Tu parlais aussi des catégories de poids, donc du coup, vous avez proposé des nouvelles catégories. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, dans un premier temps, pour commencer, et ça, encore une fois, ça va pas être débuté dès début 2026. Il faut bien prendre conscience qu'il faut aussi prendre son temps, que les gens puissent s'habituer. Forcément, ça peut être un gros changement, mais ça va être des formats tests. On en a même discuté déjà avec Final Rep. On leur a dit que nous, il n'y a pas de problème, on pourrait fonctionner comme une ligue test, c'est-à-dire aujourd'hui en France, on leur a dit, nous on va tester de nouvelles choses, peut-être que ça peut vous intéresser, mais en tout cas, c'est important pour le développement du sport et pour l'avenir de notre sport si on veut pas s'essouffler. Donc sur la fin d'année, sur les masters, parce qu'on va avoir une catégorie master, et peut-être sur la partie espoir, qui sera la finalité du circuit semi-pro, puisqu'on va essayer de faire régional, interrégional, espoir qu'on va appeler France Nouvelle Génération. Okay. On va essayer de passer sur des catégories comme 4 catégories femmes, 4 catégories hommes, moins de 70, moins de 80, moins de 90, plus de 90 pour les hommes, et moins de 53, moins de 63, moins de 70 et plus de 70 pour les femmes. Okay. Voilà. C'est un pari risqué, parce que les gens n'ont pas l'habitude des changements. L'être humain, il a du mal avec les changements. Mais aujourd'hui, à l'époque, quand on a dit qu'on allait mettre le squat et qu'on n'avait pas de squat, les gens, ils étaient comme des oufs. Non, on peut pas mettre le squat, c'est pas possible. Les gens du power, ils vont nous arracher. Finalement, on a mis le squat et aujourd'hui, les gens du power, ils nous arrachent pas du tout. Donc, il faut accepter ce changement et faire confiance aux gens qui ont de l'expérience et qui ont une vision depuis un certain temps.
parce que cette idée, elle vient pas de nulle part. Comme je dis, moi, on est en 2025, donc ça fait 10 ans que je suis dedans, avec des personnes qui, ça fait un certain temps, parce que les décisions, je les prends pas tout seul, même si c'est ma vision. Et tout le monde a l'air plutôt d'accord, en adéquation avec ce type de changement. Et encore une fois, c'est des formats tests. Comme dans tous les sports, on teste des choses, où on les garde, où on les retire, les règlements échangent, même dans Final Red, les règlements échangent tous les ans. Donc voilà, il faut du changement pour avancer de toute façon. Exactement. Mm. Et un changement qui est assez majeur, sur mon point de vue, quand j'ai lu le programme, c'est le circuit pro, où il faut être obligatoirement affilié à une équipe pour pouvoir participer. Est-ce que tu penses pas que ça peut être une contrainte pour certains athlètes qui ne voudraient pas forcément rejoindre une équipe pro, ou peut-être qu'on va manquer d'équipes pro pour pouvoir couvrir tous les plateaux? Je pense pas, parce que de manière officieuse, à 90%, tous les athlètes qui participent en élite, hein, c'est-à-dire les athlètes élites, et on les connaît tous aujourd'hui, ils font déjà tous plus ou moins partie d'une équipe de manière officieuse. Ok. Là, on va juste encadrer un peu plus, accompagner les équipes. Les athlètes très forts qui n'ont pas d'équipe, il y en a, ils ont déjà fait partie d'une équipe. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de professionnaliser. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un, parce que c'est ce qu'on m'a souvent dit à moi, ils m'ont dit, ouais, si t'es président, c'est bien, parce qu'il faut quelqu'un qui ait une vision, qui tape aussi un peu du poing sur la table, et qui sait où est-ce qu'il met les pieds, et qu'à un moment donné, il va falloir aussi un minimum écouter, tu vois. Donc forcément, on ne sera pas tous d'accord. Le but, c'est de faire confiance. Et encore une fois, de faire confiance à quelqu'un qui a de l'expérience et qui a une vision. Encore une fois, il y a déjà 90-95% des athlètes qui font déjà partie des équipes. Le but, c'est de professionnaliser un peu plus, ok, pour qu'on évite encore de passer pour des gens qui font des compétitions, entre guillemets, faites du village. Alors, au niveau de l'organisation, les compétitions sont très bien organisées, mais si demain, tu as un aspect un peu plus business développement et que tu veux aller chercher des sponsors et des partenariats, il faut apporter aussi un peu plus de professionnalisme et de crédibilité. Aujourd'hui, si c'est des entités qui s'adressent à des entités, c'est beaucoup plus professionnel. Et les entités, imaginons, je vais chercher un partenaire ou un sponsor et je viens en tant qu'émissaire d'une entité. Déjà, c'est beaucoup plus professionnel. Parce que déjà, ils se disent, OK, ces gens-là, ils gèrent des gens, déjà. Donc, ils s'impliquent. Alors que si c'est que des athlètes et coachs qui continuent comme ça, on le voit bien aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui met des sous dans notre sport de toute manière. La deuxième problématique avec les athlètes et les coachs, c'est que finalement, on n'est pas sur quelque chose de viable et on n'est pas sur une économie qui tourne parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui récupèrent, entre guillemets, les bienfaits et les bénéfices de ce sport. C'est ou l'athlète ou le coach. Souvent, l'athlète est coach, donc en fait, ça va pas bien loin. Le but, c'est de monter aujourd'hui une fédération où il y ait énormément d'acteurs, comme vous, et qu'on puisse tous travailler main dans la main. Et ça passe par la professionnalisation de la discipline, de toute manière. On n'invente rien, on regarde tous les sports, c'est la même chose. Le foot, le MMA, le crossfit, le e-sport, c'est la même chose. C'est que des entités qui travaillent avec des entités, point barre. Il n'y a personne qui travaille de manière individuelle. Si, le powerlifting, et sans vouloir être offensant, ça fait 50 ans qu'ils existent, et on n'a pas trop l'air de voir que ça avance dans le bon sens, entre guillemets. Voilà, c'est mon avis. Magnifique. Tu parlais de professionnalisation et il y a quelque chose qui est souvent décrit, on va dire, c'est l'arbitrage. Donc les gens se plaignent souvent de l'arbitrage en compétition et tu l'as mis dans ton programme, enfin dans votre programme, et ça va être un point important sur lequel vous allez travailler. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour que l'arbitrage soit vraiment professionnel dans le streetlifting? Déjà, réduire les formats, les temps de compétition. Parce qu'on est des êtres humains, on sait très bien que notre taux de concentration, il ne peut pas dépasser 4 heures dans une journée. Donc un arbitre qui arbitre 10 heures ou 12 heures fait forcément des heures, mais pas parce que c'est un mauvais arbitre, mais tout simplement parce que c'est un être humain. Donc nous, on a beau critiquer, mais le jour où on se met à sa place, ça va se passer exactement la même chose. Donc le but, réduire les temps de compétition, les valoriser, parce que c'est des gens qui vont gérer de la pression, qui vont s'occuper d'athlètes élites. Donc forcément, arbitrer des athlètes qui sont champions du monde, c'est pas la même chose que arbitrer une petite compétition de quartier. Donc je pense qu'il faut les valoriser. Donc comment on les valorise? On les paye. Mais avant de pouvoir payer un arbitre, il faut qu'il soit compétent dans ce qu'il fait. Donc il faut les former. Donc c'est pour ça que nous, on va valoriser les arbitres sur le début d'année. On va faire une vague de formation d'arbitrage gratuite. Ok. Pour qu'on puisse derrière pouvoir les mettre sur les compétitions où ils seront rémunérés. Et au-delà de ça, une fois qu'ils sont rémunérés, forcément, on va attendre des résultats de leur part. Et donc, il va falloir qu'ils performent aussi, ces arbitres. Et comme dans toute discipline, les meilleurs arbitres
arbitre les meilleures compétitions. Donc peut-être, et sûrement, on mettra aussi un système de juges et de notes d'arbitrage pour que les meilleurs arbitres, ceux qui gèrent mieux la pression, ceux qui ont un meilleur sang-froid, ceux qui sont beaucoup plus justes dans leur façon de juger, exactement, et ben, ils puissent même peut-être être mis plus en avant. Tout le monde seront des arbitres fédéraux, hein, mais il y en a qui vont arbitrer peut-être des compétitions de région ou d'interrégion et d'autres qui iront arbitrer les championnats de France, quoi. Et comment ça va fonctionner les modules de formation pour les arbitres? Bon, comme un module de formation classique, hein. Aujourd'hui, je pense que la majorité des gens qui vont vouloir devenir arbitres, c'est des passionnés de sport qui connaissent ce sport. On va juste s'adapter sur le nouveau règlement que nous, on va mettre en place. Et puis sûrement qu'on fera un format test, un format examen. Et puis après, on donnera les diplômes de toute manière. D'accord. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi dans le programme, c'est la cartographie des athlètes. Ouais. Je pense que c'est vraiment important pour, dans un premier temps, savoir qui est qui. Pas que pour les gens du streetlifting, mais pour que les gens à l'extérieur du street, quand ils arrivent dans la discipline, qu'ils puissent voir en un aperçu qui sont les athlètes, qu'est-ce qu'ils font exactement, et les motiver à essayer de les suivre. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire et comment vous allez vous y prendre? Bah, c'est de la data, hein. C'est de l'information. Donc, on va essayer de travailler avec les gens qui ont beaucoup d'informations. Donc, on a des gens au sein de l'équipe pôle technique et développement qui sont là pour ça. Une petite dédicace à Nas. Nas Dam, je sais pas si tu vois un peu sur. Bien sûr. Ouais, bah voilà. Bah, Nas, on l'appelle le mec qui connaît le siècle oublié. C'est ça. Le mec, il a toutes les informations sur tout. Donc voilà, sûrement faire ça. Mettre les informations de toutes les compétitions passées avec les résultats. Mais il y a déjà beaucoup de sites qui font ça aussi. Donc on va pouvoir peut-être récupérer des informations sur les sites. C'est un gros travail, hein, de toute façon, la data et l'information. Éventuellement, peut-être travailler avec vous, peut-être, je sais pas. Mettre les records non officiels, ça peut être intéressant aussi. Et puis voilà, je pense que c'est surtout un gros travail de récupération d'informations et puis de mettre toutes les informations de tout le monde, nom, prénom, âge, date de naissance. Comment tu penses que ça va aider les pratiquants, que ce soit au niveau élite ou à niveau débutant? Je sais pas si... Je pense que les gens ont besoin d'avoir des informations, tu vois, pour créer de l'engouement. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question ou pas, mais je pense que quand on aime un sport, exemple, moi j'aime bien le sport en général, mais j'aime bien aussi le e-sport. Voilà. Je vais aller m'intéresser sur les équipes de League of Legends. Moi, j'aime bien avoir un site répertorié avec les informations, aller voir qui est le meilleur jungle de tous les temps, qui a les meilleurs, je sais pas moi, les meilleures statistiques, qui a eu, je sais pas moi, combien de champions du monde. Parce que surtout, ce qui est cool, c'est que ça crée du storytelling, tu vois. Tu sais, ouais, ah ouais, ce joueur-là, il a déjà fait une finale de Worlds, il a déjà gagné. Là, il se retrouve contre lui alors qu'ils étaient dans la même équipe fut un temps. Ça crée de l'engouement, ça crée du storytelling. C'est comme ça qu'un sport, il se développe. Le sport se développe avec des histoires. Et donc, le fait d'avoir le plus d'informations possible, ça va créer des histoires parce qu'il y a des gens qui vont dire, attends, mais lui, en fait, il connaît lui, il était ensemble à cette époque, et vice-versa. Et puis après, ça va peut-être créer des chaînes YouTube avec des gens qui vont commencer à créer des comme The Great Review ou Combo ou Ego, tu vois, qui vont commencer, ou Fatch sur le sport, je sais pas si ça te parle un peu tout ça. Et bah, eux, ils créent des vidéos et des histoires sur des sports, et franchement, moi, je les mange, ces vidéos-là. Et tu dis, ça crée de l'engouement dans le sport, et c'est comme ça que tu crées un sport avec une histoire et une communauté, tu vois. Carrément. Nous, c'est ce qu'on a un petit peu commencé à faire sur Instagram avec des petits formats courts sur quelques athlètes. C'est génial. Et bon, je dirais rien, mais peut-être que ça arrivera un jour sur YouTube. Ouais, avec plaisir. Moi, je trouve ça fou. Il y avait qui d'autre aussi comment est-ce qu'il s'appelait le gars qui fait que des vidéos sur Smash Bros. Je sais pas si ça te parle. Non. Il avait créé 5 vidéos sur les 5 gods de Smash Bros. Et après, il avait créé une 6e vidéo sur le God Slayer qui s'appelait Lef. Et en gros, ça répertoriait les meilleurs joueurs de Smash Bros. De tous les temps. Et après ça, moi, je me suis mis à jouer à Smash Bros. Tu vois. À partir, juste oui. grâce à cette vidéo. Moi, j'ai commencé à jouer à LoL quand j'ai vu les vidéos d'Ego et Great Review quand il a fait la vidéo sur les Rocks Tiger avec la meilleure équipe du monde. Parce qu'à 36 ans, je me suis mis à jouer à LoL juste pour ça, tu vois. Donc, je pense que c'est important. Fou. C'est important de faire de l'information, créer de l'histoire et de mettre en avant les gens qui ont fait briller notre discipline, quoi. Ne pas les oublier. Mais jamais de la vie, c'est important de connaître l'histoire de notre sport. Carrément. Si on revient un petit peu sur la partie, le programme et sur la partie athlète, j'ai vu que vous allez mettre en place un calendrier qui est très très structuré. Je dis pas qu'avant il n'était pas structuré, mais là il est un peu plus structuré qu'avant. Qu'est-ce que ça va apporter aux athlètes, rien que le fait de savoir bien à l'avance
quand est-ce qu'ils vont pouvoir faire des compétitions? Déjà, on a mis en place les compétitions. Les compétitions, avec les dates de compétition, sont mises en place par rapport aux programmations des coachings des athlètes. Déjà de un. Exemple, en mai, il y a le championnat de France, et en octobre, il y a Finale Rep. Il y a le championnat de France élite, et en octobre, il y a Finale Rep. Ce qui fait que ça leur laisse 6 mois de programmation. Tu vois. Donc, le but, déjà de un, c'est de rassurer les athlètes, parce que ça rassure quand ils connaissent les dates, d'adapter la programmation en fonction d'eux, de s'organiser pour les voyages. On demande des jours au travail. Si on paye plus tôt, ça coûte moins cher. Et surtout, dans n'importe quel sport, avant même le début de saison, on connaît déjà toutes les dates de toutes les événements. Enfin, je veux dire, demain, tu prends le foot, bon, c'est le plus développé, mais avant même que la saison elle commence, la personne qui s'occupe de la logistique, des accommodations des équipes, elle a déjà tout réservé, elle a déjà tout payé, en fait. Tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est plus pour accompagner les athlètes et les réconforter et leur faire comprendre que on sait ce que vous faites, on vous comprend et on vous accompagne. Magnifique. J'aime bien ta vision, enfin votre vision du coup, moyen et long terme. Il y a tout qui est bien segmenté sur le programme. Et justement, sur le moyen terme, vous parlez de championnat national avec des points cumulés. Et qu'est-ce que ça va changer pour les athlètes et qu'est-ce que c'est exactement, si tu peux nous en parler? Euh, C'est-à-dire avec les points cumulés, si tu veux rentrer un peu plus dans le détail. Sur le moyen terme, tu parlais si je me trompe pas, hein, tu parlais de mettre en place sur le championnat national un classement cumulé. Oui, alors le classement cumulé, c'est plus pour mettre en avant les équipes. Ok. Ouais. C'est-à-dire que le but sur la partie élite, Mhm. comme on l'a dit, c'est de mettre en avant les équipes. Et on va peut-être l'aborder après, mais c'est surtout pour la partie récompense de fin d'année. D'accord. Meilleur athlète, meilleur arbitrage, meilleur entraîneur. Et aussi, forcément, la récompense ultime, c'est meilleure équipe. Donc forcément, en cumulant des points sur les athlètes, ça va nous permettre de savoir qui est la meilleure équipe. Ok. Et ça sera que pour la partie élite. Que la partie élite, ouais. Sur les autres circuits, on ne pourra pas cumuler de points. Bah non, mais sur la partie semi-pro, le but, la finalité, c'est le championnat de France nouvelle génération, Mhm. où tu vas l'aborder aussi peut-être après, je sais pas, mais où les premiers pourront être draftés pour les équipes pro. Donc c'est ça la finalité du semi-pro en fait. D'accord. Et en parlant de draft, du coup, ça va être un grand changement. On en a parlé un peu avant. C'est pas encore quelque chose qui va être mis en place sur le court terme. Mais est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer un peu la vision? Bah encore une fois, moi qui fais beaucoup de veille sur les sports, parce que le but c'est pas de s'intéresser qu'à notre discipline ou qu'aux disciplines de force. Les événements les plus suivis sur la planète, c'est les mercatos du foot. Les mercatos de League of Legends, c'est monstrueux aussi. Et on va parler de la draft NBA. La draft NBA, c'est n'importe quoi. T'as des gens qui regardent même pas la NBA, mais qui suivent que la draft, en fait. Tu vois. Et t'as des gens qui regardent même pas le foot et qui suivent que le mercato du foot. Donc, pour créer de l'engouement dans le sport, et aussi avoir quand même une finalité sur la partie semi-pro, le but, c'est de récupérer cette nouvelle génération Mhm. et de pouvoir les placer dans une sorte de draft de mercato pour que les équipes ensuite puissent aller peut-être récupérer les athlètes. Forcément, tu as des athlètes qui feront déjà partie d'équipes élites, mais qui ne seront pas représentés, ou du moins qui n'auront peut-être pas l'obligation d'être sous forme d'équipe. Et du coup, dans ce cas-là, il faudra mettre une sorte de règlement du mercato, et il faudra que les équipes elles jouent le jeu de, à un moment donné, se faire peut-être piquer son athlète si l'offre est meilleure ailleurs. Et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi faire évoluer les mentalités et peut-être créer un petit peu d'adversité et de compétition, créer de l'engouement. Et c'est comme ça qu'un sport il se développe. C'est parce que c'est un peu du gossip aussi, tu vois. Donc Ouais. donc c'est comme ça qu'un sport se développe. Tu vois, dans n'importe quel sport, c'est comme ça que ça se développe. Et t'as pas peur que ça crée un peu de mauvaise tension entre les équipes? Il faudra jouer le jeu. Aujourd'hui, comme on dit, c'est que du sport. Tu vois, on est dans une discipline, il n'y a même pas d'argent qui tourne. C'est que du sport. Finalement, on est tous gagnants à que le sport se développe. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tu vois. Aujourd'hui, tu prends cet athlète, écoute, c'est pas grave, demain je te prendrai cet athlète. Et puis, tu m'as pris cet athlète, je vais bosser pour aller récupérer un athlète. Si le sport se développe en bien, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On est tous gagnants, tu vois. Et justement, en parlant de développement, vous souhaitez créer la catégorie master. Ouais. C'est quoi le but derrière cette nouvelle catégorie? C'est pareil que le matchmaking ou que le SBMM. Une fois que tu as dépassé les 35 ans, tu as des petits jeunes qui ont 25, 26, 27 qui t'arrachent.
Mais en vrai, dans ta tête, tu te dis, mais si t'avais mon âge, ça, je trouve, t'arraches aussi, tu vois. Ouais. Donc là, on passe les plus de 35. Forcément, les mecs qui ont plus de 35 ont le niveau élite, ils restent en élite. Mais ceux qui ont plus de 35 et qui, encore une fois, bah, ont peut-être pas envie de se confronter aux petits jeunes parce que, voilà, et ben au moins, ils vont pouvoir se confronter contre personnes du même âge. Voilà, on commence par les hommes parce que je pense qu'il y a peut-être pas assez de femmes encore pour aller chercher les masters. Et puis, ça va nous permettre de tester les nouveaux formats sur 2 essais et sur moins de catégories pour voir comment ça fonctionne. Ce sera un peu la catégorie master, ce sera un peu la catégorie test pour tester toutes les Exactement. nouvelles choses. Ouais. Mais d'ailleurs, juste quelque chose, il y a ton ami de longue date, Nico, Ouais. qui, malgré son âge, a quand même bien performé au dernier championnat national. Donc, même si les gens y passent 35 ans, Bah, tu vois, Nico, il a plus de 40 ans. S'il fait les masters, il gagne, en fait, tu vois. Je pense. Hein. Sauf si demain, tu as des masters qui arrivent de nulle part. Mais c'est le but. Parce que tu as peut-être des masters qui, pour l'instant, n'ont pas envie de participer ou de se mettre dedans. Parce qu'en fait, ils se disent, bah, bon, le mec, il a 25 ans, il m'arrache. J'y vais pas. Je veux performer, mais avec les gens qui ont les mêmes armes que moi, quoi. carrément. Mm. Vous avez été très transparent dans le programme au niveau de ce que vous allez faire avec le financement des adhésions. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, forcément, comme on est beaucoup plus ambitieux et qu'aujourd'hui, on va avoir l'attitude de pouvoir apporter quelque chose de très bonne qualité, forcément, ça ne vient pas gratuitement. Et le but, c'est que tout le monde puisse aussi être acteur de ce sport à son échelle, à son niveau. Aujourd'hui, on est dans une fédération où tout le monde travaille de manière bénévole. Et forcément, les événements, ça coûte aussi de l'argent. Et donc forcément, il faudra demander une adhésion qui sera un peu plus importante sur l'année. Mais on va prendre, je sais pas moi, la partie amateur, où on sera déjà sur 2, voire 3 compétitions à l'année. Sur la partie semi-pro, on sera 2, voire 3 compétitions à l'année. Sur la partie élite, on est sur 1 compétition à l'année, voire plusieurs s'ils font les only. Donc on sera sur un montant qui sera plus important. On était sur 90 € à l'année, là on va passer sur 150 € à l'année, mais ce qui va encadrer beaucoup plus de choses, parce que le but c'est d'apporter aussi plus de qualité aux événements, pour montrer un peu plus de respect aussi aux athlètes, et aussi valoriser les juges. Donc forcément ça passe par des événements qui vont nous coûter aussi un peu plus cher forcément. Donc vous allez tout redispatcher sur les 3 différents circuits pour que tous Exactement, les événements ouais. step up d'un niveau et apporter la meilleure des expériences aux athlètes. Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est de créer aussi un cahier des charges sur les compétitions, que ce soit régionales, interrégionales ou nationale nouvelle génération ou nationale élite. Et forcément, même si on crée un cahier des charges, on va créer un cahier des charges sur les budgets, on va créer un cahier des charges sur le matériel qu'on a besoin, on va créer un cahier des charges sur les ressources humaines. Donc tout ça, il y a forcément des choses qui ne sont pas gratuites. Et du coup, forcément, on va avoir besoin de moyens pour mettre tout ça en place. Carrément. Tu parlais tout à l'heure de NBA. On sait qu'à la fin de chaque saison, il y a un MVP qui est décerné pour le meilleur joueur de la saison. Pareil pour le meilleur défenseur, etc. Ouais. Vous allez mettre la même chose en place. Totalement. Avec des trophées en plus. Ouais. C'est quoi un peu la vision derrière tout ça et comment tu penses que ça peut pousser les athlètes à... Déjà, de 1, c'est valoriser la performance des athlètes et des équipes, et même des arbitres. À un moment donné aussi, c'est bien de dire quand ça va pas, mais c'est aussi important de dire quand ça va. Et deuxièmement, c'est de valoriser notre discipline. Et si c'est pas nous qui la valorisons nous-mêmes, qui est-ce qui va la valoriser? Donc le but, c'est de valoriser le meilleur athlète, qui est quand même... Tous les athlètes se sacrifient tout au long de l'année, donc c'est aussi important de lui remettre un trophée à cette personne. Donc pourquoi pas meilleur MVP, meilleur athlète, peut-être meilleur tireur, meilleur pousseur, meilleur squat, meilleur muscle-up, meilleur arbitre, meilleur coach, je sais qu'on l'a déjà abordé, mais meilleure équipe. Et c'est important, tu vois, de mettre ça en avant. Pourquoi pas le meilleur partenaire ou les meilleurs sponsors aussi, qui aident à développer la discipline. Et je pense que c'est aussi, encore une fois, créer de l'engouement. Pourquoi pas faire voter les gens sur Internet, tu vois. Le but, c'est qu'on puisse être tous acteurs de cette aventure et surtout, encore une fois, de créer de l'engouement et de valoriser les gens qui s'impliquent au quotidien dans cette discipline. Carrément. Et il y avait un petit point faible au niveau de la com de la fédération. J'ai vu que dans le programme, ça vous tenait à cœur de modifier tout ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Aujourd'hui, la communication, ça reste le nerf de la guerre, on va pas se mentir. Donc il y avait des axes d'amélioration à ce niveau-là.
Et c'est pour ça qu'on a créé des pôles, et d'ailleurs un pôle communication, pour revoir toute la communication et surtout tout recentraliser autour d'un pôle avec une seule et même stratégie aussi, court, moyen et long terme. Donc après, vous le verrez par le temps de toute façon, mais le but c'est de pouvoir créer du contenu au maximum, beaucoup d'informations et de travailler avec des médias, principalement vous, parce qu'aujourd'hui vous êtes le média officiel de cette discipline. Et peut-être peut-être travailler avec d'autres médias aussi. Le but, c'est de faire un maximum de bruit sur notre discipline de toute façon. Carrément. Et en parlant de bruit, il y a un mot qui a retenu mon attention dans le programme, c'est internationalisation. Mm. Quelle va être la première étape pour internationaliser la Fédé? Alors, ce qu'il faut prendre conscience aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut avoir qu'on ait confiance en nous, c'est que aujourd'hui la fédération de streetlifting en France, les fédérations nouvelles de streetlifting en France, est la plus grande fédération nationale au monde. Ça veut dire, on est la fédération. Déjà, on va pas, en toute humilité, on est la nation du streetlifting. Le streetlifting a été inventé en France et en plus par Zod, c'est-à-dire que les formats de compétition aujourd'hui, ça a été créé par Lionel Zod et par la FNSL, que les choses soient claires, c'est important de le savoir. Et donc du coup, forcément, n'en découle qu'on est la plus grande fédé de toute la planète. Aujourd'hui, on compte entre 400 et 500 adhérents. Il n'y a aucune fédération dans un autre pays qui fait ça. Mhm. Donc du coup, on a la légitimité de pouvoir proposer une vision, proposer des choses, et ensuite de l'appliquer à l'international. Donc aujourd'hui, on est même en discussion avec Final Rep, en leur disant, voilà, nous, notre programme, c'est ça, et voilà ce que c'est l'avenir du streetlifting. À voir s'ils suivent ou pas, et ça serait cool, puisqu'à un moment donné, encore une fois, c'est de mettre en avant notre discipline en créant de l'accessibilité, en réduisant les formats, en respectant les athlètes, en respectant aussi l'arbitrage et les arbitres. Et donc, forcément, si c'est nous qui avons la vision, forcément, de manière, on va dire, logique, ça devrait peut-être s'adapter aussi à l'international. En tout cas, c'est notre envie et c'est dans quoi on va s'investir, en tout cas, c'est ça. Donc à terme, la FNSL, elle est vouée à devenir un organisme du streetlifting international. Bah oui, puisqu'on est enfin, je veux dire, la fédération, la définition du mot fédération, c'est aussi le mot fédéré. On est là pour fédérer de toute manière. Donc, le but, c'est de faire évoluer ce sport tous ensemble, que ce soit de manière nationale ou de manière internationale. Donc si on a des idées et des stratégies, le but, c'est de les mettre au profit du bien commun. Magnifique. Et j'ai vu aussi que vous voulez rendre obligatoire la présence de personnes qui font partie de la FNSL sur chaque compétition. Mm. Est-ce que c'est un souhait pour s'assurer que tout se passe bien sur chaque compétition? Est-ce que cette personne sera là peut-être pour évaluer la compétition, s'assurer que tout est respecté? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ce souhait? Bah, de toute manière, en tant que fédération, on se doit d'agir de manière... Déjà, de 1, la fédération FNSL est présente depuis bien plus longtemps que ça. Depuis bien longtemps et bien plus longtemps que certaines entités. Donc forcément, on a quand même une expérience terrain. Et le but, c'est pas de rentrer en confrontation et de venir surveiller les gens, mais c'est surtout, encore une fois, de fédérer et d'agir de manière fraternelle, sans vouloir offenser, peut-être en tant que grand frère. Donc si on peut accompagner les autres entités, les autres compétitions, de manière, je sais pas moi, matérielle, humain ou monétaire, bah, le but, ce serait de le faire, quoi. Donc si on peut mettre des arbitres, déjà au sein de la fédération, des arbitres formés à chaque compétition, et après le faire avec d'autres entités, si on arrive en plus à créer un règlement national qui s'adapte à toutes les entités, toutes les compétitions de France, et aussi du matériel standard pour toutes les compétitions et toutes les entités de France, ce serait génial quand même. Ça serait génial. Si on arrive à tous s'unir à ce niveau-là. Ça serait magnifique. Et on parle de la métropole, mais vous parlez aussi des dom-toms. Ouais. On sait qu'il y a pas mal d'athlètes dans les dom-toms. Comment vous comptez vous y prendre pour les unir avec nous? Bah ça, c'est sur le long terme. Donc le but, c'est de commencer à les contacter. Il y a déjà des gens qui sont mis en avant pour récupérer la présidence des fédérations. Ça va se faire au fur et à mesure, mais ça va fonctionner comme les autres départements. Après, ouais, c'est vrai que le point un peu plus,
je dirais pas compliqué, mais où il va y avoir le plus de travail et peut-être le plus d'énergie à mettre, c'est comment on va faire si demain il faut ramener les athlètes sur le continent. Mais je pense que doit y avoir des gros niveaux. C'est un peu cliché, mais bon, on sait très bien que la Guadeloupe, on appelle ça. Comment est-ce qu'on appelle ça sur les champions déjà, la Guadeloupe? Je crois que c'est l'île des champions ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Et bon, bref, c'est comme ça qu'on appelle l'île de la Guadeloupe. Donc je Ok. me doute que là-bas, d'avoir aussi des bons athlètes et, et du très bon niveau. Et je pense aussi ailleurs, mais là, je restais sur le cliché de la Guadeloupe. Et je crois qu'on appelle ça l'île des champions ou quelque chose comme ça. Peut-être. Je sais qu'il y a Majin en Guadeloupe, si je me trompe Non, pas. Imagine est en Réunion. Réunion, ok. Mais si on parle de sport, Guadeloupe, t'as Dédi Rayner, t'as Ouais. Thierry Henry, t'as Ludo Adamantium. Donc, Pour ne citer que lui. ouais, et donc du coup, ouais, je pense que doit y avoir aussi parce que c'est peut-être pas encore assez encadré, mais je pense que doit y avoir du très très bon niveau, et on peut le voir déjà, comme tu dis, avec Majin et tout. Donc ouais, il va falloir aussi se développer. Faut pas laisser de côté. Maintenant, ouais, la partie peut-être difficile, ce sera de voir sur demain, si on fait les compétitions sur place, bah, comment envoyer des personnes pour juger, comment former des personnes aussi, et comment faire venir des athlètes aussi sur le long terme, quoi. Et par rapport aux pays qui sont du coup adjacents à la France, aux frontières, je pense notamment à la Belgique, on les a vus sur pas mal de compétitions francophones. Est-ce que c'est un souhait aussi de les intégrer à la fédération On ou, a, ouais, parce qu'on a déjà discuté avec des acteurs de la Belgique. mhm, Et ouais, le but, c'est de créer une fédération, je pense, à long terme francophone, où on réunirait bah, la France, la Belgique, la Suisse, mhm. et pourquoi pas même le Canada, sur la partie Québec, Montréal, etc., quoi. Mhm. Enfin, il y C'est du long aura- terme, c'est des envies à mettre en place, c'est du travail, mais en tout cas, c'est un souhait, ouais. J'imagine qu'avec le Canada, ce sera un peu la même finalité qu'avec les Dom-Tom au Ouais, niveau totalement, de... bien sûr. Et puis, ça reste une nation extrêmement sportive, donc je pense que Mhm. ils ont beaucoup à nous apporter sur certains points, peut-être. Carrément. Mm. À ton avis, c'est quoi le plus gros défi pour 2026 pour la FNSL et même le street en général? Créer une bonne dynamique, prendre conscience que on avance de manière bienveillante et tous ensemble, Mhm. que tout le monde a sa place, c'est important aussi, que les gens prennent conscience que tout le monde a la capacité de participer à cette aventure et de rester unis et surtout de s'unir tous ensemble pour le bien du sport, des athlètes et des entités. Parce que voilà, plus on va être, plus on est nombreux et plus on a de l'impact sur le monde, quoi. Magnifique. Et tu penses Ouais. que la plus grosse opportunité pour nous en 2026? Réfléchis, attends. Une grosse opportunité pour nous. Ouais, bah, l'opportunité, elle est là, hein, c'est de pouvoir créer, de récupérer cette légitimité de sport, de comprendre que cette discipline, elle est française, entre guillemets, sans mettre le reste du monde sur le côté, mais de comprendre l'histoire de ce sport et de dire que on a quand même un gros impact sur ce sport et que il faut qu'on s'unisse tous ensemble pour montrer l'exemple, déjà de un, et, euh, et de faire en sorte de pouvoir de tout casser, quoi, de faire les meilleures compétitions possibles. Et je pense que ouais, c'est une opportunité euh, et qu'il faut la saisir et de faire ça tous ensemble. Je sais pas si j'ai répondu un peu à la question, mais Ouais, je pense que la finalité de l'opportunité, c'est le sport est là, il y a des acteurs. Il faut juste qu'on serre tous les coudes, qu'on travaille ensemble pour la ouais, saisir on et sait développer tous le sport. déjà, on sait tous travailler, on a tous nos compétences. Il faut qu'on se fasse plus confiance les uns les autres. Puis on va y arriver. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on va fonctionner, hein. En fonctionnant ensemble, en se donnant de la force et en montrant aux gens extérieurs qu'on a de l'impact, ben justement parce qu'on est ensemble. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir se développer et évoluer. Il faut prendre exemple sur ce qui se passe à côté. Enfin, je vais prendre un exemple tout simple. Tu prends le e-sport. Mhm. Voilà. Ça va être bidon un peu, mais quand tu vois à l'époque de Fortnite ou Gotaga avec Dwagby, ils faisaient les soirées Master Kill ou les trucs comme ça, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invitaient Squeezie, ils invitaient Mister V, ils invitaient le Bouzeux, ils invitaient tous ces gens-là qui avaient déjà une grosse communauté et en fait, ils se donnent tous de la force entre eux en fait. J'ai un OP, je t'invite toi.
t'as un OP, tu m'invites moi, en fait. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on va créer de la force et qu'on va créer vraiment aussi de l'engouement. C'est comme ça que tu te serres les coudes. Donc c'est important de bosser main dans la main, de pas être chacun de son côté. Déjà de un, nous en plus on est passionnés et en plus majoritairement on fait ça de manière bénévole. Si en plus on réduit pas notre charge de travail en travaillant avec les autres, mais on va finir par péter les plombs. Donc c'est important de rester soudé, d'être bienveillant et de pas de se dire ah ouais lui il va faire ci, ah ouais il va... Ah, venez, on le fait tous ensemble en fait. Tu vois, on n'a rien inventé. Hein. Ce qu'on va adapter à notre sport, c'est ce qui a déjà été adapté dans d'autres sports en fait. Donc on n'est pas des génies, on n'est pas Steve Jobs, on n'est pas Bill Gates, tu vois. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, des fois, il faut aussi prendre du recul, mettre son ego de côté et de se dire, ok, lui il est bon dans ça, lui il est bon dans ça, lui il est bon dans ça. Venez, on travaille tous ensemble, ok. Et comme ça, demain, quand on va aller discuter avec des gens, déjà on aura beaucoup plus de poids. Et au lieu d'aujourd'hui d'être dans une position de ah on quémande, on demande des choses, quand demain on aura de la force et de l'impact, c'est nous qui allons dire c'est nous on te donne. Parce que regarde, on est tous ensemble, on est puissants en fait, tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on avance et qu'on fonctionne. Carrément. C'est un beau message. Et si tu devais finir par laisser un petit message aux athlètes qui nous regardent, je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent de faire des compétitions par peur du niveau, par peur d'être ridicule. Qu'est-ce que... Bah maintenant, on va faire en sorte que vous ayez la possibilité de vous affronter avec les gens de votre niveau. Faites des compétitions, c'est important. N'ayez pas peur. Personne ne va se moquer de vous. Tout le monde a déjà commencé. Les plus grands athlètes, ils se sont foirés aussi. Ils sont remontés sur le podium après. On est une grande famille. On est une grande communauté. C'est que de la bienveillance. Euh, c'est que du sport. C'est que du sport. Il faut se faire plaisir. Il faut arrêter de trop penser à est-ce que je fais cette compétition? Est-ce que je prends du coaching? Est-ce que je... On vit qu'une fois, faites-vous plaisir, prenez du coaching, achetez du matériel. Je suis pas en train de faire de la pub pour acheter du matériel ou quoi qu'est-ce, mais c'est plus dans le sens où vivez en fait. Il faut vivre, tu vois. Il faut arrêter de se poser des limites, se prendre la tête. Mais voilà, tu veux faire du street lifting, achète-toi une ceinture. Tu veux progresser, prends-toi un coach, boum, inscris-toi à une compétition. Tu vois, demain, quand il sera trop tard, tu pourras pas vivre avec les regrets et dire ah ouais, si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Euh, le street, c'est super, c'est génial, c'est bienveillant, tu vas kiffer les compétitions. La seule problématique des compétitions, c'est la durée. Mais au-delà de ça, vous en avez tous fait des compétitions sur place. C'est un pur kiff. C'est un pur C'est un kiff. pur kiff. Et peu importe, hein, que ce soit les Worlds ou même il n'y a pas longtemps, on était à Annecy pour une compétition. Tu vois, Peu importe le niveau de la compétition, c'est un pur kiff. il y a eu des super retours de Forlift parce que c'était bienveillant, parce que c'était la famille, parce que c'était la communauté, parce que voilà, on kiffe finalement, tu vois. Donc faites-vous plaisir. Euh, Dans le foot, on vous dirait achète-toi un ballon et des crampons ou des stabiles et va jouer sur un terrain. Voilà, dans le street, on dit achète-toi une ceinture, fais-toi un coaching, ou tu le payes ou tu le fais sur ChatGPT et puis let's go, va t'entraîner Let's go, dans et ton viens en parc. compétition en fait, tu vois. Magnifique. Mm. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose c'est un point qu'on n'a pas abordé ou autre? Bah, venez, on fait tous partie de cette belle aventure, quoi. Qu'on avance tous ensemble et que dans quelques années, on se dit, bah, on était là tous ensemble, on a tous mis la main à la pâte. Et venez, que ce soit photographe, vidéomaker, graphiste, comptable, tu vois, commercial. Si vous êtes passionné de ce sport, il y a, que ce soit dans toutes les entités de France, il y a la possibilité de mettre la main à la pâte. Et regarde, moi, je suis pas athlète. Même si je m'entraîne, je suis pas athlète pro, je suis pas coach, et pourtant, regarde aussi aujourd'hui où j'en suis. Donc ouais, il y a de la place pour tout le monde et pour tous les skills, pour toutes les compétences de tout le monde, pour participer à cette aventure et faire en sorte que demain, dans quelques années, on puisse se dire, bah moi j'étais là, et si ce sport il est là aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis ma main à la pâte ou j'ai mis la pierre à l'édifice, tu vois. Magnifique. De toute façon, pour tous ceux qui sont intéressés, si je ne me trompe pas, quand on va sortir le podcast, le site de la FNSL sera live avec le programme. Exactement. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on mette le site internet en ligne, qui est en ce moment en train d'être peaufiné. Et sur le site internet, vous aurez le programme qui sera mis en ligne sur un programme PDF classique en PowerPoint. Normalement, le calendrier des compétitions et la présentation du nouveau bureau.
Et puis au fur et à mesure, on va alimenter le site internet parce que forcément. Et si je dis pas de bêtises, normalement, la possibilité, le lien pour les adhésions de l'année prochaine pour commencer à se préparer pour les nouvelles compétitions. Magnifique. Donc il y aura tout en description et aussi, du coup, vous aurez le moyen de contacter la Fédé pour participer si vous êtes intéressé, peu Ouais, importe ce carrément. que vous faites. Et puis je pense qu'on fera des petits lives pour rentrer un peu plus dans le détail si les gens ont vraiment des questions Mhm. sur la programmation. On fera peut-être des petits lives Instagram avec les responsables de pôle pour rentrer un peu plus en détail sur la programmation et sur les explications. Magnifique. Bah écoute, Max, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, Bah, d'avoir merci à répondu vous de aux m'avoir questions. invité. Merci aussi à Setup. C'est un studio de podcast à Lyon qui nous accueille aujourd'hui Ouais, c'est super dans cool. des super bonnes conditions, bonne qualité. Je pense que ça va bien rendre au final. Si tu veux faire du contenu de bonne qualité, c'est important d'être dans de bonnes conditions en tout cas. Exactement. Et sur ce, moi, j'ai hâte de voir ce que 2026 va nous réserver. Ouais, beaucoup de Et travail. beaucoup de travail, mais je pense qu'on va avoir des belles choses. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Carrément, carrément. Et puis si je peux terminer, merci aussi à toutes les équipes, toutes les personnes et toute l'équipe présente au sein de la FNSL aujourd'hui. Encore une fois, qui travaillent de manière bénévole, avec beaucoup de passion, Mhm. et qui s'impliquent tous les jours au quotidien pour faire en sorte de développer cette discipline. Merci, merci à l'équipe. Magnifique, on les remercie. Sur ce, je te souhaite une bonne fin d'après-midi, Max. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à suivre aussi la FNSS sur leur réseau. On mettra tout en description. À nous suivre aussi, nous, strictlifting.fr sur nos réseaux. On va continuer d'alimenter, de vous apporter de l'information, de la data et du contenu autour de ce sport. Et je vous dis à la prochaine. Salut les gars, à la prochaine. Ciao, ciao.